Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à l'IA et comment l'IA réinvente l'évaluation des compétences. D'ailleurs, ça réinvente beaucoup de choses, hein, pas simplement l'évaluation des compétences. C'est un sujet précis, toutefois, qu'on a décidé d'adresser ce matin. On sent bien que l'IA change les pratiques et les usages, mais également les façons d'enseigner. Les enseignants ont en effet découvert un nouveau monde où ils sont augmentés en réalité, hein, puisque ça leur permet, grâce à l'outil, de faire des choses qu'ils faisaient plus lentement ou de manière plus compliquée avant. Je prends souvent l'exemple, on prend souvent l'exemple, les enseignants prennent souvent l'exemple des quiz. Vous savez, beaucoup passaient du temps à rédiger les quiz, des heures, des après-midi ou des journées entières. Là, vous rentrez votre contenu dans l'IA, il vous sort les questions qui vont bien pour évaluer. C'est le niveau 0, j'allais dire, de l'évaluation, mais c'est un outil qui permet aux enseignants de se recentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire l'accompagnement des étudiants, le suivi et la personnalisation. Et c'est pas plus mal finalement. Alors, on le verra, l'IA nous permet encore d'aller plus loin puisque les modèles qui sont en cours de développement nous permettront d'évaluer même à partir de questions ouvertes bientôt, de savoir si les références, les mots, les pistes de réflexion sont là pour évaluer. Alors, c'est une révolution et on espère, enfin on en parlera avec nos intervenants et nos invités, que l'intervention humaine sera toujours là pour assurer une médiation et une mise en perspective et puis donner la note, hein, parce que finalement, une machine qui donne la note, on peut toujours se dire est-ce qu'elle a vraiment raison? Le cut final doit être bel et bien pour l'enseignant et le personnel autour de l'étudiant, les équipes. Alors, pour parler de tous ces sujets et de plein d'autres, Laurent Barbin, vous êtes ingénieur pédagogique au sein de la grande école l'ESCA. Bah, c'est écrit en gros derrière vous, on ne pouvait pas se tromper. Bienvenue, Voilà. Laurent. Merci. L'IA a fait bouger les lignes, hein, y compris dans une école de commerce. Hein, les algorithmes font Évidemment, ça a été un choc, un bouleversement. On a pris la nouvelle de plein fouet et on s'en est emparé très rapidement. Alors nos étudiants très rapidement et puis nous aussi avec les enseignants, avec les administratifs, avec tout le monde à l'école, on a eu un appétit, une curiosité de prendre tout ça en main et on a mis en place tout un tas de on verra ça, Laurent. De toute façon, c'est vrai que vous disiez, pardon, que c'était, j'ai entendu le mot course-poursuite, mais c'est vrai une course-poursuite vers l'innovation, hein, parce que c'est tous les jours. Eve-Marie Rolina Levasseur, vous êtes maître de conférence à Sorbonne Nouvelle et membre de l'association des vice-présidents en charge du numérique dans l'enseignement supérieur. Comment ça s'appelle? C'est VPNUM, c'est ça, l'association, tout simplement. Tout à fait, oui. Ça veut bien dire, l'IA, hein, ça bouleverse les grandes écoles, mais aussi et surtout l'université où il y a beaucoup de monde. Donc, évidemment, les outils se mettent en place, hein, et y compris dans les sciences dures, comme dans les sciences plus les humanités, comme on dit, tout le monde est concerné. Ah oui. Voilà, je croyais qu'on en était en présence. Donc, à l'heure actuelle, je ne suis plus vice-présidente en charge du numérique dans mon université, la Sorbonne Nouvelle, mais je suis toujours membre de cette association et je suis directrice adjointe du département de didactique des langues, du français langue étrangère. Ah bah oui, dans les langues, l'IA va beaucoup jouer à l'avenir. J'avoue que je m'en sers beaucoup, mais bon, je ne devrais pas le dire pour les traductions comme pour les corrections. Jérémy, bah oui, comme nous tous, hein, c'est tellement agréable. Jérémy Pilves, vous êtes responsable pédagogique chez Enesia, c'est ça? C'est comme ça qu'on prononce? C'est ça. L'acronyme. Une école d'ingénieurs, hein, on rappelle, hein, vous êtes dans le jus, hein, si je puis dire, dans les nouvelles technologies. Bon, on essaye de se maintenir, ouais, pour former tous les métiers de la data et de l'IA. Et aussi les utilisateurs du coup de demain de tous ces outils. Oui, on précise, hein, c'est vrai, quand on préparait, vous me disiez, on prépare évidemment les talents de demain, les jeunes, mais aussi celles et ceux qui doivent s'adapter. Parce que il faut pas les oublier. Il y a les anciens qui doivent s'adapter, comme Laurent, comme moi, allez, j'allais dire comme Eve-Marie, mais aussi il faut s'adapter. Mais les jeunes, eux, ils sont nés dedans. Mais la formation continue est très importante en matière d'IA. Exactement. Et Marc Alperovic, CEO, fondateur d'Isograd. Isograd, bienvenue Marc. Vous êtes partenaire, hein, de ce webinaire. C'est un gros succès, hein, je dois le dire, puisque nous avions plus de 500 inscrits. Ça veut dire que ce sujet intéresse. Isograd, hein, des solutions d'évaluation, hein, on le rappelle. On en dira un mot au cours de ce webinaire. Et je me permets, Marc, on va commencer avec vous avec quelques petites questions ombrelles pour prendre un peu de hauteur par rapport au sujet avant de descendre dans le détail avec nos invités. L'IA concerne désormais tout le monde, hein, je crois qu'il faut le dire, avec finalement assez peu d'outils, mais beaucoup d'usagers. Alors,
L'IA concerne tout le monde, mais on sent que l'IA et l'éducation, l'IA et la formation professionnelle, c'est un sujet un peu particulier. Parce que quand l'Europe émet un projet de réglementation qu'on a vu sortir il y a quelques semaines, Ouais. il y a un chapitre spécifique sur l'éducation. Quand les spécialistes remettent un rapport au gouvernement il y a quelques jours, je crois, il y a à nouveau un chapitre sur l'éducation. Donc on sent que il se passe quelque chose autour de l'intelligence artificielle et de l'éducation et de la formation. Alors déjà, de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle pour le commun des mortels? Il ne s'agit pas ici de développer des modèles. Développer un modèle d'IA, c'est des investissements qui chiffrent en centaines de millions de dollars, voire en milliards. Donc, mon sentiment, c'est qu'il y aura un petit nombre de modèles, un peu comme chez les fabricants d'avions, où il y a quelques avionneurs, les fournisseurs de cloud, où il y a quelques fournisseurs de cloud dans le monde. L'IA, ça va être pareil. Les investissements sont tels que fabriquer un modèle, c'est hors de portée de la plupart des entreprises et encore plus de l'écosystème de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle qui, en général, a des moyens limités. Donc, notre métier, ou à tous, aussi bien formateurs, fournisseurs de solutions, c'est d'apprendre à utiliser ces modèles. C'est vraiment ça, pour moi, c'est ça l'enjeu, c'est pas de développer des modèles, c'est d'apprendre à les utiliser, comprendre ce que chaque modèle est capable de faire et l'intégrer dans nos solutions. C'est une question pour des fournisseurs comme nous, pratiquement de vie ou de mort, parce que les évolutions sont telles, comme vous le disiez tout à l'heure, si on prend un test d'anglais, entre un test QCM et puis un test où on va évaluer vos compétences par des questions ouvertes, aussi bien pour le candidat que pour l'évaluateur, il y a un gap technologique et si vous ne fournissez pas la solution, vous allez être un peu largué. Donc après, il y a quand même, et je finirai là-dessus, une question importante à se poser, c'est il faut assumer que notre utilisateur, il a accès à la chatbox. Aujourd'hui, nos clients, vos élèves, ils ont un chat GPT dans leur navigateur ou leur téléphone. Donc, ce que vous devez faire, il faut que ça ait une valeur ajoutée par rapport au chat GPT qu'ils ont sur leur plateforme ou sur leur téléphone. Donc, c'est l'exemple que vous donniez. Vous dites aujourd'hui, un enseignant, pour fabriquer un quiz, eh ben, il a qu'à rentrer son sujet, à demander 10 questions à GPT. OK. Donc, ça veut dire que cette fonctionnalité sur ma plateforme, finalement, elle n'a pas beaucoup de valeur parce que l'enseignant, il l'a déjà et donc il ne va pas payer pour quelque chose qu'il a par ailleurs. Donc, quand on intègre de l'IA dans une solution, il faut toujours se poser la question, quelle valeur ajoutée j'apporte à la chatbox? Mais c'est là ça. qu'on peut faire C'est un petit des coup de choses pression utiles. pour les enseignants, pour le monde, pour les profs et les enseignants. Mais c'est bien, après tout ça, ça permet de faire un pas de côté et de se remettre en cause. Juste une dernière question, Marc. Souvent dans les problématiques de transformation digitale, on dit qu'on va faire des économies parce qu'il y a le distanciel, parce qu'on met des ressources à disposition, parce qu'il y a des assistants virtuels. Mais en fait, se lancer dans l'IA, il faut investir un peu, il faut avoir cette conscience que ça exige des investissements pour les acteurs. Ah oui, là, je crois que malheureusement, au début, ça commence par être un coût. Donc, pour un fournisseur de solutions comme nous, forcément, il y a des coûts de développement, mais on le verra ensuite avec les écoles qui sont présentes. Il faut changer les process, éventuellement changer les programmes, éventuellement former les enseignants, éventuellement changer le contenu des cours. Donc, tout ça, c'est de l'argent, c'est du temps. Donc, à T0 aujourd'hui, c'est plutôt un coût qu'autre chose. Après, dans le temps, on verra. Mais là, on est vraiment dans la phase où il faut mettre les rails, un peu comme pour les chemins de fer au début. Allez, merci Marc pour cette petite introduction. Vous nous avez fait un peu flipper quand même, hein. Mais on va poser la question à nos intervenants. Ève-Marie, Laurent, pour commencer avec vous, est-ce que l'IA c'est une réalité aujourd'hui en 2024? Moi, je suis toujours frappé et je me dis que ChatGPT c'était novembre 2022. C'est pas si vieux que ça, hein. Donc Laurent et Marie Non, mais ça a été très très concret, extrêmement rapidement. D'abord parce que on s'est très vite aperçu que la plupart de la pédagogie qu'on défendait, qu'on met en place, elle est
elle est hackée par un phénomène comme ChatGPT. Donc nous, on a été obligé tout de suite de réagir et de se dire, d'abord, moi, j'ai trouvé ça assez fabuleux, assez magique, et je pense que nos étudiants ont très très vite trouvé ça aussi très magique. Et donc là, on s'est tous retrouvés autour de la table, les étudiants, les enseignants, les administratifs, à dire qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et c'est très concret parce que, en effet, un enseignant a très vite pris conscience qu'il y avait du temps à gagner. Alors, il y a du temps à investir au début et il y a du temps potentiellement à gagner peut-être après, un jour, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est dans on concrétise l'IA générative à l'école par des centaines d'expériences qui sont jouées au niveau de nos étudiants. Alors, on les connaît pas toutes, hein, mais on voit bien qu'il y a un vrai appétit pour utiliser ces outils-là, pas que pour tricher. On caricature souvent l'usage qu'en font les étudiants, mais c'est pas que pour tricher. C'est vite passé, ça. Hein. C'est vite passé. Hein. C'est un peu neuneux de dire ils vont tricher. Ouais, mais oui. Et puis de toute façon, on les connaît. On sait aussi comment ils écrivent. On sait aussi comment ils parlent. Bon, voilà, il y a des. On est quand même suffisamment malin. On les connaît suffisamment assez pour savoir que on voit très vite quand c'est grossier. Maintenant, on leur apprend à utiliser tout ça pour pour être des étudiants augmentés, pour que dans leur métier d'étudiant, ils aient aussi des outils qui peuvent servir à énormément de choses dans plein de domaines. On a parlé des langues, on a parlé du calcul, on a parlé de tuteurs intelligents, on a parlé de questionnements socratiques qu'on peut faire jouer un chatbot. Enfin, il y a 10 milliards de choses à inventer qu'on est en train d'expérimenter, nous, actuellement. Donc, c'est très concret, en effet. Une petite incise, hein, c'est la première fois que j'ai des questions au bout de 5 minutes quand même. Hein, c'est un webinaire absolument fou. Mais je les prends pas tout de suite parce que sinon, je vais pas pouvoir faire mon travail. Juste une question, Laurent. C'est le patron de Télécom qui me disait il y a un risque d'inégalité sociale qui est généré par l'IA, c'est que si moi je prends la version payante versus celui qui peut pas se la payer puisque c'est 22 € par mois, ChatGPT payant, est-ce que c'est un risque et auquel cas il faudrait prendre la mesure et on posera la question à Eve-Marie pour que tout le monde ait le même outil? Mais il y a plein de risques d'inégalité sociale, évidemment, de genre, parce que on n'a pas accès au monde numérique de la même manière selon qu'on est une femme ou un homme. Il y a plein de risques. Hein. Moi, je suis plutôt enthousiaste autour de ce travail que j'accomplis aujourd'hui autour de l'accompagnement à la prise en main de ces outils-là, mais c'est vraiment avec aussi énormément d'esprit critique, et ça, je pense que c'est super important de le rappeler, surtout pour nous qui travaillons avec des jeunes, mais même pour les enseignants, parfois c'est pas interdit de leur rappeler qu'il faut garder un peu la tête froide et puis se poser toutes ces questions-là. Mais en effet, il y a un énorme risque. Il y a un risque, le risque d'inégalité, c'est tout ce qui concerne la littératie numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ChatGPT et ces outils-là viennent enrichir un monde déjà numérique. Et quand vous avez des gens qui sont peut-être encore un tout petit peu réfractaires ou un peu à la porte de ces mondes-là, on peut se dire qu'il va y avoir là de la grosse fracture supplémentaire. Allez, ouais. on avance. Et merci Laurent de poser toutes ces bases du débat parce que c'est vrai que on rentre de manière un peu vive, mais en tout cas, c'est bien de les poser. Eve-Marie, même question pour vous. Est-ce que l'IA, c'est une réalité? Et je sais que quand on a préparé cette conférence, vous me disiez, on est dans une phase de réflexion et de mise en place de l'outil, justement. Alors, de l'outil, non, mais des usages de l'outil. Par rapport à Laurent, qui est dans une école de commerce, dans une université, surtout comme une université comme la mienne, qui est une université de lettres, arts et langues, la vague arrive après. Je pense qu'elle est arrivée plus vite dans certaines disciplines. Il n'empêche que l'enseignement supérieur et les universités s'interrogent sur les usages que nous faisons dans le monde de l'enseignement supérieur de l'IA. Et Johanna Galeron, qui est la vice-présidente de la SFEVU de la Sorbonne Nouvelle, est actuellement missionnée pour préparer un questionnaire sur les usages de l'IA pour l'enseignement supérieur, à la fois par le réseau VP SFEVU et VP NUM. Et c'est un rapport qui est commandité par le ministère et France Université. C'est compliqué ces histoires de rapports parce que le temps qu'on fasse un rapport, les usages ont évolué. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous essayons à tout ce qu'on peut trouver
faire, nous expérimentons nous-mêmes, mais les étudiants expérimentent parallèlement. Et donc, on est dans une phase géante d'expérimentation. Après les expérimentations ou avec les expérimentations va venir le temps de l'analyse. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Et effectivement, qu'est-ce que ça révèle des apprentissages et qu'est-ce que cela nous indique des points sur lesquels nous devons travailler, notamment pour faire en sorte que nous soyons une société apprenante tout au long de la vie. Je crois que ça, c'est un point sur lequel enfin, qui est assez clair pour tout le monde aujourd'hui, et pour ne pas creuser les inégalités sociales. Pour l'instant, pour ce qu'on peut voir, mais c'est des observations pas encore étayées par des recherches précises, quand les étudiants utilisent de l'IA, alors par exemple pour faire un commentaire, une dissertation, etc., on voit les mêmes biais se reproduire. C'est-à-dire qu'un travail pauvre reste un travail très pauvre. Ah bon? Et C'est vrai? oui, oui, et un travail médiocre est relativement médiocre, et enfin normé, mais médiocrement normé. Et puis, il y a les étudiants qui savent jouer de tout ce que l'IA peut leur apporter et qui peuvent faire des étincelles, mais ce sont eux qui font les étincelles aidés par les supports de l'IA. Un bon étudiant sera un bon étudiant augmenté, un étudiant moyen sera toujours moyen, même s'il est augmenté, Voilà. c'est ce que vous voulez dire. Il y a la science du prompt, hein, mais on aura peut-être leur pardon. Vous parliez de temps à gagner. Pour l'instant, on gagne pas de temps. Je dirais pas qu'on perd du temps, mais oui, ça nous occupe, ça nous préoccupe et ça nous oblige à être extrêmement agile. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte en permanence. C'est toujours un peu inquiétant, stimulant, voilà. Mais ça n'est pas forcément facile comme période. Et je suis pas sûre qu'on ait déjà un gain de temps. Si on a un gain de temps, c'est qu'on se repose sur des solutions qu'on n'a pas vraiment interrogées. Et de toute façon, si on gagne du temps, ça veut dire qu'il faut qu'on le dépense ailleurs, à autre Non, chose. mais quand je disais parler de gain de temps, c'est pour se consacrer, c'est ce qu'on dit généralement, pour se consacrer au cœur du métier d'enseignant. Et c'est pas du temps pour aller à la pêche, hein, c'est du temps pour donner du temps aux autres. Hein, c'est bien ça dont je parle. Et sur des tâches fastidieuses, c'est toujours intéressant de le reporter sur autre chose à plus forte valeur ajoutée. Voilà. Enfin, pour la question des dépenses, il est évident, et là le dernier rapport auquel Marc faisait allusion, qui a été fait sur l'IA avec les 25 recommandations, oui, il faut investir parce que de toute façon c'est une vague qui arrive et il vaut mieux ne pas être ailleurs que dans la vague. Ce serait bien. Alors effectivement, ce sont des investissements géants et qui ne sont pas à notre échelle, à nous, ni même à celle de Marc, comme il le disait là. J'espère néanmoins que l'Europe va prendre enfin le train en marche et va nous proposer des solutions qui seront européennes et souveraines et que nous pourrons utiliser. Cet investissement énorme va nous poser problème, mais on a su s'adapter, comme on a su s'adapter au numérique. Comment? Eh bien, c'est ce qu'on est en train d'explorer d'une façon générale. Ouais. On ira plus loin dans l'exploration dans quelques instants. Merci beaucoup, Eve-Marie, pour ce panorama. Jérémy, alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous formez les talents, enfin les compétences dans l'IA. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça et comment vous sentez cette vague? Parce que on mise beaucoup sur l'IA, hein, le président, l'Europe et la réglementation pousse de son sens parce qu'il y aura de la souveraineté évidemment du pays. Alors, un peu un regard sur ce qui a été dit. C'est vrai que c'est un vrai sujet et je pense pour tout le monde, c'est ça le plus, je dirais, important aujourd'hui. C'est que peu importe le secteur, on voit que tous les secteurs sont impactés plus ou moins, voilà, en fonction des secteurs, parce que ça se prête peut-être de manière immédiate à certains secteurs et ChatGPT l'a bien montré. On voit que les stats ont explosé en termes d'utilisateurs. Il a battu un peu tous les records. Maintenant, il y a encore beaucoup de sensibilisation et un gros travail à faire de toute façon pour accompagner au changement, parce que voilà, tout le monde n'est pas aguerri sur tous ces sujets entre l'IA générative, l'IA déjà un peu plus générale, l'IA entreprise, voilà. Ça reste un monde quand même très flou, on parle beaucoup de termes techniques, on entend parler de machine learning, deep learning, même intelligence artificielle, on l'a vu sortir un petit peu à toutes les sauces. Voilà, beaucoup d'éditeurs se sont appropriés le terme parce que ça fait un peu vendeur, sauf que bon, c'est pas toujours très vrai. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'est important de former et de sensibiliser déjà à tous ces sujets, de bien expliquer un peu les enjeux. On est bien d'accord qu'on ne forme pas assez de spécialistes en France. Chez vous, les recruteurs, ils sont devant la porte à recruter tous les... Il en manque beaucoup et comme on le disait, le but, c'est pas de concevoir une IA. Ça, bon, voilà, ça reste très limité. C'est tout le profil utilisateur et en plus, c'est comment je l'utilise et à quelle fin.
Aujourd'hui, même un ChatGPT, on voit qu'il y a quand même encore beaucoup d'hallucinations, même si c'est aujourd'hui l'un des plus performants sur le marché. Bah, il faut toujours avoir cet œil critique, et ça, malheureusement, voilà, l'humain sera jamais détrôné. En tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Ah bon? Voilà, C'est un spécialiste qui nous dit ça, hein, c'est bien, ça rassure. Parce que bah oui, ça là-dessus, on va pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même voilà besoin d'un contrôle un peu et on le voit. d'éthique aussi, on parle beaucoup d'éthique. Marc, j'imagine que ça vous fait réagir tout cela. Et c'est vrai que vous rappelez souvent, et pourtant vous proposez des solutions automatisées, l'humain doit avoir, comme je disais, le cut final, hein, quand même toujours. Oui, alors, en fait, ça va quand même beaucoup dépendre de l'enjeu. C'est-à-dire que quand on est sur des examens à enjeu, je vais avoir mon diplôme, je vais pas avoir mon diplôme, je vais avoir un job, je vais pas avoir un job. C'est quand même très complexe de laisser à une IA la possibilité de donner une note qui va décider de cela. Alors, il y a plusieurs choses pour parer à ça. La première, c'est éventuellement d'en utiliser plusieurs. Nous, on envisage à très court terme que certains de nos fonctionnalités qui permettent de noter des réponses ouvertes vont utiliser la multicorrection, c'est-à-dire qu'on aura plusieurs IA Ah oui. et si elles divergent dans leur analyse, on a un humain qui va regarder. Si elles disent toutes la même chose, on peut commencer à se dire que comme elles ont quand même des façons de penser relativement différentes à la base, c'est probablement qu'il y a un consensus. La deuxième chose, et c'est la plus importante, c'est le biais. C'est-à-dire, on va dire, notamment pour le recrutement, le recruteur, quelqu'un qui fait passer un entretien, il a un biais. Il a son biais d'humain, il y a des choses qu'il aime plus ou moins pas. Le prof qui corrige une disserte, il a un biais. Et donc l'IA, elle a aussi un biais, et finalement, on pourrait se dire, bah, quitte à ce qu'il y ait un biais, pourquoi pas prendre un biais d'IA? Et la vérité, c'est qu'à la fin, par exemple, si on se place dans le recrutement, la personne qui est recrutée, elle va bosser avec la personne qui l'a évaluée. Donc, ok, la personne qui l'a évaluée, elle a un biais, mais au final, comme ils vont bosser ensemble, son biais, il est quand même beaucoup plus pertinent que celui de l'IA. Donc, pour moi, il n'y a pas de blanc, de noir, il faut quand même être très prudent sur ces sujets. Il faut toujours se dire, l'évaluation est biaisée, et se poser la question, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Si c'est pour un quiz intermédiaire, juste pour faire le bilan de où en sont les élèves à un moment donné sur un cours, gagnons du temps, laissons-les à noter. Si c'est pour donner un diplôme à la fin de l'année, regardons quand même ce que l'IA a pensé, utilisons-en plusieurs et faisons attention à ces biais. Alors, il y a Étienne Lambert qui nous envoie un petit pic de l'effray. Merci Étienne. Bonjour. Et sinon, à quel moment pensez-vous aborder l'approche par compétences et son évaluation au regard de ce qu'il apporterait à l'IA? On a commencé quand même à l'aborder. Hein. Laurent, répondez à Étienne, s'il vous plaît. Comme ça, au moins... ça fait partie évidemment des solutions envisagées pour avoir une évaluation qui soit plus simplement, on demande à l'étudiant de nous produire une trace de son apprentissage, qui aujourd'hui peut être produite par ChatGPT ou par autre chose. Ça fait partie des hypothèses d'évaluer des choses de haut niveau, d'avoir une évaluation qui soit plus authentique et donc on puisse évaluer par compétence en mettant l'apprenant dans une situation où il a à mettre en scène cette compétence et où on peut l'observer très clairement. Ce qui pose aussi la question, et ça on en parlera peut-être, c'est aussi quelles compétences on enseigne aujourd'hui quand les métiers sont en train d'être transformés par l'association de compétences qui sont ni humaines, qui sont comme ça mélangées. Donc bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais en effet, c'est une hypothèse, mais il y en a plein. Et là, on ouvre, enfin, à chaque mot prononcé, j'ai envie de réagir parce que. Mais juste sur la notion de, Laurent, la trace de compétence, la trace d'apprentissage, ouais, pardon, c'est le terme que vous aviez utilisé. D'ailleurs, j'avais l'intention de vous relancer là-dessus, mais Étienne nous a poussé à me devancer. La trace d'apprentissage, c'est au fond la trace de connaissance, la trace de compréhension, c'est ça, en fait. Alors, ça c'est pas possible. C'est là aussi où on est, c'est là aussi où on relance un débat sur l'évaluation. C'est ce qui est passionnant, c'est que la trace au fond de ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui a appris quelque chose, on peut pas y aller, on peut pas aller voir. Donc, ce qu'on fait nous dans nos écoles, c'est on demande aux gens de nous produire quelque chose à l'extérieur de lui qui va nous montrer qu'il a compris, qu'il est capable de faire, qu'il est capable de réexpliquer quelque chose. Et c'est cette trace-là
qui aujourd'hui est aussi on peut la faire fabriquer par quelqu'un d'autre que celui qui aurait compris. Donc il y a déjà un deal à reposer entre tous les acteurs de cet échange-là, qui fait que même l'école dans la façon dont elle a à penser l'évaluation doit tout remettre à plat, l'approche par compétence étant une possibilité. Mais on parlait tout à l'heure de l'évaluation automatique, où on fantasme aujourd'hui beaucoup sur l'IA qui pourrait automatiquement corriger les choses. L'IA, elle peut augmenter le correcteur. L'IA, elle peut aller chercher dans un travail produit par l'étudiant des concepts clés, peut-être que même que le biais de l'évaluateur qui serait passé à côté d'éléments qui auraient été fournis par l'étudiant évalué, peut-être que l'IA, elle, pourrait le pointer. Je ne sais pas. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui peuvent, en termes d'évaluation, qui peuvent faire. Alors, Marie, sur la compétence, est-ce que il y a plein de questions d'ailleurs qui émergent de la part de nos internautes, enfin des personnalités qui nous suivent. C'est vrai que tout le monde demande, est-ce qu'on peut gagner en compétences avec l'IA? Est-ce qu'il n'y a pas de fake, il n'y a pas de risque? Enfin, Alors, moi, ce qui m'avait surprise, c'était la question qui était posée pour le webinaire. Comment l'IA réinvente l'évaluation des compétences? Alors que je l'aurais posée à l'inverse, c'est-à-dire comment allons-nous réinventer l'enseignement des connaissances et des compétences et par là l'évaluation de ces connaissances et de ces compétences. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous voulons évaluer dans un monde mouvant? Donc, effectivement, nous pouvons être augmentés par les possibilités ouvertes par l'IA. Quelles compétences? On voit bien que les compétences sociales vont être absolument déterminantes. Et à la fois, l'IA peut être un support. Alors, quand on est obligé de faire de l'abattage, c'est-à-dire qu'on doit, grosso modo, avoir une idée, alors soit pour des tests d'orientation, soit pour des tests de sortie, par exemple d'un niveau de langue, on peut le faire avec des questions. Alors, on le faisait par des QCM avec. J'imagine que tous vous avez passé le TOEIC ou ce genre d'examen, le TOEFL, quand vous appreniez l'anglais. Bon, maintenant on peut le faire et mieux avec des questions ouvertes. Mais ce ne sont jamais que des tests. Et d'ailleurs, comme les diplômes, tests et diplômes, on peut les obtenir, mais parfois on ne tire pas une étincelle de quelqu'un. On sait très bien qu'on peut avoir réussi le concours de Polytechnique et être ensuite quelqu'un de très brillant et compétent dans plein de domaines, ou être pas faire grand-chose finalement de sa vie. Donc, c'est un mode d'évaluation de ce que savent faire des jeunes gens, en l'occurrence, ou plus âgés à un temps T. Et la question pour nous, c'est que ces évaluations nous aident à former. Je pense que avec l'IA, comme avec alors là, ce serait plutôt les réseaux sociaux, se pose la question encore plus grande de la motivation des étudiants. Et ça va être pour nous quelque chose qui va être compliqué. À partir du moment où on a des jeunes gens qui ont l'habitude d'avoir tout dans leurs mains, le monde leur est proposé à chaque instant dans la main, comment faire pour les motiver, pour apprendre et pour aller vers l'incertitude, pour aller chercher ce qu'ils ne connaissent pas encore et en avoir envie. Comment allons-nous faire pour qu'ils aient envie de se surpasser? Alors ça, c'est un des premiers points, la motivation. Le deuxième point, ça va être la façon de travailler avec l'IA et de faire en sorte que notre usage de l'IA ne participe pas à l'instauration d'une nouvelle forme d'autorité sous couvert d'IA. Quand je réfléchissais à ce webinaire, je pensais à Surveiller et punir de Michel Foucault. On voit très bien comment de nouvelles formes de normes peuvent apparaître sous prétexte de l'IA. Voulons-nous de ce monde? Comment allons-nous agir? Comment allons-nous garder le contrôle, montrer que nous l'avons? Et garder le contrôle, c'est être libre et être responsable. Et donc, le risque, mais ça, je pense que de toute façon, il y a la tentation d'y plonger, mais il y a toujours des réfractaires. On ne va pas forcément délaisser notre liberté et notre responsabilité à l'intelligence artificielle sous prétexte de faire des économies. D'abord parce qu'on sait qu'on ne fait pas d'économies. Donc, en fait, on fait de la dépense et il faut, avec ces nouveaux usages, apprendre à s'en servir en gardant notre liberté et notre responsabilité qui est essentielle dans la formation des jeunes gens.
Ouais. On voit bien, Jérémy, hein, que cet outil, il a bousculé pas mal de choses. Est-ce qu'on le maîtrise vraiment? Alors vous qui produisez de l'algorithme, qui produisez des spécialistes, est-ce qu'au fond, votre vision de spécialiste et d'expert sur ces thématiques de l'IA, hein, nous, avec Laurent et Marie, on est plus des usagers. Hein, est-ce que vous avez une réponse sur cette maîtrise de l'outil et toujours cette capacité à nous dépasser véritablement, à l'étudiant? Aujourd'hui, il est maîtrisé, je pense, par une élite réellement. On apprend constamment, ça évolue très très vite. Comme vous le disiez, ChatGPT, ça fait 2 ans qu'il est sorti. Entre la 3.5, la 4, on a déjà évolué vitesse grand V, et ça continue de toute façon à s'accélérer. Aujourd'hui, dire qu'on maîtrise vraiment l'IA, je pense que c'est réservé vraiment à très très peu de gens. Ça reste quand même compliqué comme sujet, et voilà, l'évolution va tellement vite. Je vois, nous, par exemple, les programmes sont revus tous les ans, voire même plus, Tous les 6 mois, ouais. d'un semestre à l'autre, parce qu'il y a des nouveautés, il y a des choses qui sont sorties et qu'on peut pas passer outre si on veut les former au meilleur niveau. Donc c'est très compliqué. Juste un mot, ça n'a rien à voir, mais ça m'intéresse toujours. On est pas mal en France là sur la compétence en IA, ou vous avez l'impression qu'on pédale un peu après tout le monde? Non, on est quand même pas si mal. Faut le reconnaître, même si on dit qu'on n'avance pas assez vite et qu'il faut qu'on se positionne, on est quand même loin d'être en retard. On est même plutôt bien positionné. Maintenant, faut tenir la distance et pas se faire devancer par par exemple les Américains qui on voit les bigs qui mettent des fortunes. Bon, on peut passer à la Mistral, on arrive à faire aussi bien avec beaucoup moins de moyens. Bon, faut être smart. Marc, bon, vous avez vu, hein, Marc, après que vous ayez commenté ce qu'on a dit, on passera aux questions, parce que vous avez remarqué, vous avez le même outil de gestion que moi de ce webinaire, les nombres de questions qui arrivent et ce qui émerge. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a une que j'ai envie de prendre, si vous m'autorisez, Gilbert, c'est sur interdire ou pas l'utilisation de l'IA générative dans les devoirs, puisque finalement, dans la vie de tous les jours, les étudiants ou dans leur vie professionnelle ensuite, ils vont avoir accès à l'IA. Alors, il y a 2 points. C'est que si une personne en situation professionnelle, dès qu'elle doit accomplir une action, doit demander à l'IA comment le faire, d'abord, elle va être malheureuse, elle va être très frustrée, et puis elle ne va pas être très efficace. Donc, il faut quand même apprendre à travailler, à savoir faire des choses sans IA. C'est nécessaire pour l'étudiant qu'on est en train de former, ou pour la personne en situation de formation professionnelle. Ensuite, elle pourra servir de l'IA, mais il faut quand même qu'elle comprenne ce qu'elle fait, parce que sinon, ça ne va pas bien se passer. Donc, il y a un besoin, même aujourd'hui, d'avoir des examens où l'usage de l'IA n'est pas utilisé. Alors après, se pose la question de la confiance qu'on peut avoir dans l'étudiant. Malheureusement, l'étudiant, il a ses propres envies, ses propres désirs de réussite, de passer peut-être moins de temps à travailler. Donc, on sait que s'il est seul chez lui, il va avoir tendance à utiliser l'IA, même si on ne l'y autorise pas, et encore plus quand on parle plus d'étudiants, mais de collégiens ou de lycéens. Donc, il faut savoir quel crédit on peut accorder à un devoir qui est fait à la maison, où l'étudiant n'est pas censé utiliser l'IA. Bon, pas grand-chose. Donc, si on veut être sûr que l'étudiant n'utilise pas l'IA, il faut soit le mettre dans une salle, soit utiliser des solutions de surveillance à distance, où on va s'assurer qu'il n'utilise pas l'IA. Le deuxième point, c'est que on va fabriquer un examen en fonction du choix que l'on fait ou pas que l'étudiant puisse utiliser l'IA. Il y a un exemple qui vient en tête, c'est on a une activité chez Isograd, on fait des concours de code. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du meilleur dev de France. Et c'est des concours d'algorithmie. Et la question de l'utilisation de l'IA générative, elle se pose à chaque concours. Nos clients, ils nous disent alors IA, pas IA. Et nous, notre réponse, c'est toujours la même. On peut vous faire des exercices que l'IA ne va pas savoir solutionner. Mais ça va être des exercices d'une complexité folle. Et seuls des super experts vont pouvoir répondre à ces questions, parce que rien que l'énoncé, le commun des mortels ne va pas le comprendre. Ou soit on vous fait des exercices plus simples que le commun des mortels est capable d'appréhender et sur lesquels ils vont s'amuser dans le concours de code, mais il faut savoir que l'IA va y répondre instantanément. Et donc là, il faut compter sur le fait
que c'est un jeu, que les gens sont là pour faire une compétition dans un esprit honnête et que peut-être qu'ils vont pas tricher parce que de toute façon, on va leur dire qu'à la fin, la dernière question, l'IA ne saura pas la faire, donc ça sert à rien qu'ils avancent grâce à l'IA. Donc je crois que oui, il y a un besoin de faire des examens où l'IA n'est pas autorisée, parce que sinon, on a des gens qui ne vont pas comprendre ce qu'ils font. Et deux, quand on fait un examen où l'IA est autorisée, il faut vraiment se poser la question de comment je fais mon examen en prenant ça en compte. Ouais. Et souvent, Ouais, et là, c'est ça la vraie réflexion. Mais d'ailleurs, Eve-Marie confirme vos propos. Est-ce que je peux intervenir en Bah oui, bien complément de sûr. ce que dit Marc? Je pense qu'il faut penser aux chirurgiens, à la formation des chirurgiens actuellement. Aujourd'hui, un chirurgien doit savoir se servir de l'IA grâce à des robots extrêmement puissants pour faire l'opération la moins invasive possible, la plus efficace et la plus précise. Les progrès de la médecine sont phénoménaux, notamment. Alors, j'ai envie de dire depuis le Covid, mais en fait, je crois que c'est d'ailleurs lié, c'est lié à un usage plus massif de l'IA et des données dans le cadre opératoire. Mais un chirurgien doit aussi aujourd'hui, et je trouve que c'est un véritable enjeu pour la formation en médecine, un chirurgien doit pouvoir savoir opérer en temps de guerre, c'est-à-dire quand il n'y a plus rien, quand il n'y a pas de machine. Et Ouais. rien ne dit que nous ne serons pas en crise, c'est-à-dire que s'il y a un bug géant et qu'aucun appareil ne fonctionne, si on est hyper hacké, j'espère qu'on sera opéré. Et donc, c'est cette double compétence qu'il faut qu'on arrive à enseigner. C'est un vrai enjeu, un défi, mais les enseignants ont relevé des défis tout au long des siècles, donc j'imagine bien qu'ils vont réussir à le relever. Enfin, selon certains le relèvent plus facilement que d'autres, mais voilà, il va falloir arriver à enseigner à savoir se servir des outils les plus performants que l'on a, tout en gardant un niveau de La compétence maîtrise, ouais. sans outils. Et ça, Ouais. c'est compliqué. Et juste, on répond tout de suite à la première question de Noël à 11h05. Vous vous rendez compte? Est-ce que l'IA a réinventé l'évaluation et remplace l'évaluation humaine? Je pense qu'on peut tous dire non. C'est ça l'objet de notre propos, hein, de Laurent, Marc, Jérémy. Non, ça la questionne. Ça remet en question bien des pratiques. Ça réveille peut-être des gens qui s'étaient un peu endormis sur des pratiques. Ben écoute, on est dans une université, dans une grande école, on fait comme ça, on a toujours fait comme ça. Il y a le dossier à la fin du semestre, il y a le mémoire machin, il y a le truc. Bon, ben là, c'est plus possible de s'endormir là-dessus. Ça ne témoigne pas forcément aujourd'hui de ce qu'un étudiant a été transformé par nos apprentissages dans nos écoles. Donc, voilà, aujourd'hui, on se repose toutes ces questions-là. Mais ça ne remplace pas, non, ça ne remplacera pas, ça c'est sûr. Mais Jérémy, est-ce qu'on peut ajouter que l'évaluation, ça informe sur l'étudiant, mais ça nous informe nous-mêmes sur notre enseignement? C'est-à-dire que quand on évalue, on a besoin d'avoir un retour sur ce que font les étudiants, assez précis, pour savoir réajuster nos enseignements et nous questionner. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne s'agit pas seulement d'évaluer les étudiants. Je vous laisse parler, Gilbert. Non, pardon, vous avez raison. Mais Jérémy, moi, il y a une question que je me posais parce que j'ai découvert qu'il y a des entreprises qui produisaient du code, et pourquoi pas des algorithmes, avec l'IA. Donc, si l'IA entretient l'IA, où est-ce qu'on va? C'est là où faut pas perdre le contrôle non plus et que ça peut être un sujet délicat parce que à force, c'est un sujet sans fin et c'est que si on donne tout à l'IA, on va perdre aussi nous en compétences parce qu'on va se reposer intégralement sur l'IA, mais il ne faut pas perdre de vue que le savoir de l'IA aujourd'hui, il vient de nous quand même. C'est nous qui alimentons son savoir. Donc voilà, il ne faut pas, je pense, se reposer là-dessus sur l'IA totalement et lui laisser gérer et piloter intégralement ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on veut faire. On s'en sort plus. Marc, je vais juste ajouter quelque chose quand même, c'est qu'on est en train de parler d'une IA qui a été nourrie par le monde d'avant, peut-être, je ne sais pas. Et que les défis qui s'offrent à nous, l'IA, mais tout ce qu'il y a autour du monde qui est en train de s'effondrer, tout ça, fait appel sans doute à des méthodes de pensée qui n'existent pas encore. Et je pense qu'il va falloir faire preuve d'énormément de créativité. Et je pense que là, personne n'est capable de dire comment il va falloir qu'on ait le cerveau pour que dans les mois et les années qui viennent, on puisse quand même réagir et récupérer un peu la main sur des choses qui sont assez dramatiques qui se passent dans le monde. Et ça, peut-être que l'IA aujourd'hui, qui est nourrie d'une culture, de corpus de textes qui sont d'un monde un peu ancien, et pas capable d'imaginer comment il va falloir se réinventer nous-mêmes pour tout réinventer.
Marc, est-ce que vous sentez cette accélération? Parce qu'on voit bien que là, on va commencer à pédaler très très fort pour aller vers juste un niveau, à s'adapter un peu à ce qui se passe, parce que la technologie, il me semble-t-il, va toujours plus vite, et les jeunes d'ailleurs, les nouvelles générations vont beaucoup plus vite que nous parfois, les anciens ou les profs. Cette accélération, elle est bien réelle? Oui, oui, oui. Alors, il y a quand même quelque chose, c'est que depuis l'arrivée des IA génératives, finalement, dans notre vie de tous les jours, je parle de la vie des humains, il n'y a pas tant de choses qui ont changé, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas en permanence face à des IA génératives. Ça veut dire que les applications où on peut mettre directement le client ou l'enseignant face à une IA générative, il n'y en a pas tant que ça. Aujourd'hui, on met toujours quelque chose entre les deux. Donc, dans notre métier de l'évaluation, qu'est-ce qu'on sait bien faire avec de l'IA? On sait synthétiser des connaissances. C'est-à-dire que nous, la première chose qu'on a passée en production, c'est à partir d'un certain nombre de questions qu'on a posées à une personne, savoir déterminer les compétences qu'elle a et qu'elle n'a pas. Et le décrire non pas comme on le fait avant avec un score, le score est toujours utile, mais aussi le décrire avec des mots, c'est-à-dire dire voilà, telle personne sur Excel, voilà ce qu'elle sait faire, voilà ce qu'elle ne sait pas faire. Ça, l'IA le fait très bien. Parce qu'en fait, synthétiser, quand on ne lui demande pas de créer, quand on lui demande de synthétiser de la donnée qu'on lui donne, elle le fait vraiment avec talent. Et c'est un retour, comme le disait Eve-Marie, pour le formateur. Voilà ce que mes étudiants savent faire. Et c'est un retour pour l'étudiant. Voilà avec des mots ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. La deuxième chose, et ça, Netflix le fait tous les jours, c'est la recommandation de formation. C'est-à-dire que grâce à l'IA, après un test, on est capable de dire à des gens, à condition que l'offre de formation soit suffisamment granulaire, voilà ce qu'il faut, les modules précisément que vous devez suivre, tout comme Netflix aujourd'hui vous recommande les séries ou canals que vous allez aimer à partir des films que vous avez déjà notés ou déjà vus. Et ben, c'est exactement le même principe. On va savoir vous recommander des parcours individualisés de formation. Ça marche aussi. Et le sujet qui est plus de recherche, aujourd'hui c'est là où on en est, c'est l'évaluation des questions ouvertes. Nous, on estime que quand le sujet est très précis, comme les langues, on y arrive, ça marche. On a eu 75 étudiants de Dauphine la semaine dernière qui ont fait un essai. Ah oui, c'était le test en temps réel, je me souviens quand on s'est parlé. Oui, Ça a marché? et ça a vraiment bien marché. On est très, très, très content des résultats, des retours des étudiants. Ils trouvent ça marrant. Le retour, c'était plutôt qu'on n'avait pas accordé assez de temps au test. On a été surpris en fait par la vitesse à laquelle il répondait, mais ça marche. La distribution des résultats, il y a des indicateurs pour savoir si un test est robuste. Ça a l'air de marcher. Bon, allez. C'est un cas, on est des scientifiques, mais ça a l'air de marcher. Bon, pour pas qu'il y ait Donc, trop... mais plus général. Alors, juste un dernier point. Et je voulais. Par contre, la notation de dissert, les questions très ouvertes, là, je pense que c'est vraiment des sujets de recherche et on n'y est pas du tout. Mais pas du tout aujourd'hui. Dans un an, je sais ouais, pas. mais quand je vois la vitesse, hein, Jérémy, on n'y est pas du tout. C'est vous le pro, hein, donc... Enfin, on avance, on n'y est pas, mais ça avance. J'ai lu un article encore la semaine dernière justement sur une startup qui travaille sur la sémantique, parce que c'est là aujourd'hui la difficulté sur l'IA, c'est qu'elle comprend pas forcément le sens caché. Aujourd'hui, on a quand même une langue très riche. Elle va avoir des problèmes d'interprétation. Si vous lui dites, par exemple, l'exemple qui était cité était assez parlant, c'était si j'étais une mère pour mes frères, il va penser que vous avez enfanté, ce qui n'est pas le sens de la phrase. Aujourd'hui, l'IA va mal interpréter, il travaille de plus en plus et il développe des algorithmes capables justement d'aller comprendre le sens qu'il va y avoir derrière les mots. Enfin, là, vous avez pris un exemple, Jérémy, même... Il y a même des J'ai humains. repris l'exemple. Allez, est-ce que ça vous va si on prend les questions? Parce que vous avez bien vu qu'on est, j'allais dire, abreuvé de questions. Et c'est très bien. Ça veut dire qu'on a des questions. Allez, je propose les questions et vous répondez comme vous voulez. Vous pouvez d'ailleurs répondre en live. Hein. Alors, dans la vie réelle, en entreprise, ils auront des outils à leur disposition. Alors, pourquoi supprimer les outils d'IA durant l'évaluation, Laurent? Ça, on y a un peu répondu quand même. Déjà. Oui, on y a un peu répondu. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on va former, nous, dans une école de management où les 3/4 des métiers 9/10 des métiers auxquels on forme vont être impactés et vont être augmentés par l'utilisation des IA. On va leur apprendre à se servir des IA pour être
aussi performants, plus performants que les D'accord. voisins. Ok, pardonnez-moi. Mais par contre, on va pas revenir là-dessus, mais par contre, effectivement, nous, on forme aussi des managers responsables, c'est-à-dire qui ont un esprit critique et qui se doivent de ne pas faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Donc, ça, on va aussi devoir les évaluer sur leur capacité à lire un texte, à le comprendre, à le critiquer, à se remettre en cause et à avancer et à modeler l'esprit d'un humain un peu fort. Voilà. Est-ce que je peux ajouter Ouais, bah que oui, même quand l'IA saura produire une dissertation et un commentaire, ce qui n'est pas le fin du fin ou la fin du monde, ça veut dire qu'il faut faire autre chose que du commentaire et de la dissertation. Mais il faut évidemment former à l'esprit critique. Et moi, ce qui me frappe quand je vois la vitesse à laquelle l'IA peut me produire un texte ou un document, c'est que moi, il me faut du temps pour le lire et le comprendre. Et donc là, on a quelque chose à inventer. C'est comment arriver à prendre le temps de lire et de comprendre ce que l'IA va produire très rapidement. C'est aussi un des enjeux. Est-ce que ce sera plus intéressant de lire, de comprendre ce que l'IA aura produit que d'autres textes? Voilà, ce sont les vraies questions d'enseignement que l'on a à se poser. alors, il n'y a pas de risque car l'IA répond à tout niveau social. Le fait d'utiliser l'IA non payant satisfait amplement les questions qu'il se pose. Bon, ça c'était pour ma petite question. Je me fais allumer par tout le monde, hein, ça suffit, hein, je tiens à le dire. Hein. Alors, comment l'IA peut aider à la gestion et l'analyse du recueil de besoins des participants à une formation? Je comprends peut-être pas la question, mais peut-être que vous, les experts, vous... C'est ce que Marc expliquait, hein, c'est que ça donne un retour sur ce que les étudiants savent faire ou pas faire, et à partir de là, à nous d'adapter les enseignements ou de D'accord. proposer des modules de remédiation sur telle ou telle difficulté rencontrée par telle ou telle catégorie du groupe qui passe un test. Marc, Alors, Je vais rajouter un tout petit point là-dessus parce que c'est vraiment l'illustration de ce que je disais au tout début. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'IA sait faire. Mais il faut quand même développer un outil autour de ça pour que ce soit ergonomique, pour qu'on ait une plateforme dans laquelle des étudiants ou des élèves soit vont faire de l'auto-évaluation, soit répondre à un questionnaire et qui va ensuite en déduire une recommandation. Le métier, c'est que si on donne juste la chatbox à l'enseignant ou au formateur, ça marche pas. C'est pas ergonomique, on peut pas scaler, recueillir plein de besoins. Donc, c'est l'illustration. Le métier des fournisseurs d'outils, c'est de créer un outil qui fait ça à partir d'IA que d'autres gens très intelligents ont développé. Mais déjà, à toute petite échelle, nous, on expérimente des chatbots qui sont dans des cours et qui ne répondent qu'aux questions qui concernent le contenu du cours qu'il y a sur notre plateforme Moodle. Et on peut voir déjà que par les questions que posent les étudiants, c'est est-ce qu'on a fourni ce qu'il fallait pour répondre à ces questions. Il a déjà, on a une petite approche de ce qui se passe dans la tête de l'étudiant qui questionne le chatbot. Et puis l'enseignant qui a mis en place ce chatbot, lui, a commencé aussi à poser des questions sur son propre cours et à revisiter son cours, aidé par cette intelligence artificielle qui allait piocher à droite à gauche. Et ça lui a même permis, lui, d'avoir un regard critique sur ce qu'il avait fourni au sein de son propre cours. Donc, il y a, alors là, on est vraiment dans l'expérimentation à toute petite échelle, mais il y a déjà des choses qui se passent de ce côté-là et qui sont hyper intéressantes. Mais ça ne remplace pas, évidemment, le contact et qui fait la motivation. C'est-à-dire que très souvent dans l'enseignement, ce qui va fonctionner, c'est le fait qu'un étudiant a envie d'apprendre et de se dépasser pour quelqu'un. C'est un peu l'impensé à l'heure actuelle des travaux de didactique et de pédagogie, mais la question de la relation humaine dans la motivation reste essentielle. Ça tombe bien puisque nous avons aussi à travailler tout ce qui est développement des compétences sociales. Donc voilà, on peut s'aider. Noël, c'est pas une charge qui pèse sur les enseignants à communiquer à l'IA chaque cours afin que l'IA fasse l'évaluation. C'est une charge, je sais pas ce que vous avez. C'est très simple, hein. C'est très simple. Si vous connaissez les petites GPTs que ChatGPT a mis en place, vous pouvez le nourrir avec un certain nombre de documents. Et là, on parle de choses qui sont très basiques, qui, à mon avis, vont évoluer, vont se développer, vont s'affiner. Mais c'est extrêmement simple aujourd'hui. Et nous, à l'ESCA, on est en train d'expérimenter ça avec nos collègues de la DSI qui sont en train de triturer les modèles. Mais on est capable de mettre... avec le bot, doit se concentrer sur un ensemble de textes, de PowerPoint, d'examens, d'annales d'examen, de choses comme ça. Et on est à peu près sûr que ça va répondre bien à tout ce qui concerne le cours en question.
Donc ça peut permettre de parler de 2 sujets qui fâchent, celui de la souveraineté. C'est-à-dire que si on fournit toutes nos affaires, tous nos cours à Non, ChatGPT, non. voilà, la souveraineté des données et la sobriété. C'est une très bonne question, C'est les Ariel. 2 impensés Ouais. du webinaire, mais il faut quand même qu'on les sorte. Oui, c'est une très bonne question. Et alors, justement, nous, ça s'est beaucoup posé, ça s'est assez rapidement posé, cette question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on donne et à qui on le donne surtout. Donc, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais nous, là, quand on travaille comme ça, on travaille en circuit fermé. Voilà. Ça ne sort pas de chez nous. Voilà. Ce qui évite toutes ces questions-là. Et puis après, la question de la sobriété, en effet, elle se pose. Moi, je trouve qu'elle est super importante et ça me préoccupe grandement. Je trouve qu'elle est aussi un peu prématurée puisqu'on est en train de travailler peut-être aujourd'hui avec des algorithmes de demain sur des machines d'hier, qu'il y a probablement là aussi des choses qui sont en train de se mettre en place. On sait qu'une requête ChatGPT coûte 60 fois plus d'énergie qu'une requête Gmail, une requête Google. Bon, il y a plein de choses comme ça qui circulent, mais c'est probablement en train d'évoluer. Là, Ça évolue là, les 2 spécialistes, Jérémy et Marc, parce que ça, c'est vrai que la sobriété énergétique et l'impact sont quand même fondamentales dans ce sens. Alors, il y a déjà quelque chose qui est très clair, c'est que tous les fournisseurs de moteurs d'IA, que ce soit Mistral, Anthropic ou OpenAI pour ChatGPT, ou Google avec Gemini, offrent plusieurs moteurs qui sont plus ou moins performants et plus ou moins consommateurs d'énergie. Et déjà, en tant qu'utilisateur, si je veux faire attention à la sobriété, la question, c'est quel moteur j'utilise pour quel usage? En général, il y en a un très simple. Chez GPT, ça va être le 3.5. Ensuite, un modèle médian qui va être le 4 Turbo chez OpenAI ou Sonnet chez Anthropic. Et puis ensuite, un modèle hors de prix et ultra consommateur d'énergie. Et je pense que c'est à chacun d'entre nous d'essayer et de trouver quel est le modèle. Et bien sûr, en essayant à la fois pour des raisons financières et aussi pour des raisons environnementales, de prendre le modèle adapté à son besoin. Sur les données, je répéterai ce qu'a dit Laurent, c'est vrai que ça dépend des fournisseurs. Il y a des modèles qu'on peut héberger soi-même, donc qui évitent la sortie de données, et il y a des modèles qu'on ne peut pas héberger soi-même, et là, il faut se poser la question. C'est chacun en fonction de ses enjeux. Nous, dans le cas d'Isograd, on s'en fiche un peu que nos questions, elles partent à l'extérieur. Mais quand on travaille sur des tests spécifiques pour des clients, eux s'en fichent pas. Et du coup, dans ce cas-là, on va utiliser des moteurs auto-hébergés. Jérémy, c'est vrai que on n'en parle pas, mais l'augmentation et la consommation d'énergie, et donc l'impact et l'empreinte, ont considérablement évolué. Si on va tous vers de l'IA, ça va consommer énormément. Donc, est-ce qu'il y aura une IA propre sans zéro impact? C'est pas possible. De toute façon, ils y travaillent, mais c'est un peu comme l'essor de l'industrie. On a été tous azimuts et puis après, on s'est posé la question de se dire ah oui, mais c'est pas très écologique. On va faire la même chose aujourd'hui avec l'IA, c'est de dire que les modèles aujourd'hui consomment énormément, mais certains commencent déjà à travailler justement pour essayer de réduire cet impact et de faire en sorte qu'on consomme quand même moins. Donc, il y a beaucoup de solutions. Et effectivement, les modèles aujourd'hui, en fonction des différents modèles, que ce soit à la fois sur cet aspect-là ou la sécurité des données, voilà, il y a beaucoup de modèles qui existent. Il faut choisir le bon modèle. Et c'est là où c'est important déjà de regarder un petit peu ce qui se fait. Il n'y a pas que ChatGPT. Il y a certaines entreprises, bon là c'est limité, qui eux le font en interne. Donc voilà, c'est quand même un vaste sujet dont il faut se saisir et bien regarder et se poser les bonnes questions. Mais quand j'ai vu la consommation d'eau de Microsoft en Hollande, vous savez, pour refroidir leur système, je suis tombé de ma chaise parce qu'en plus ils ont dépassé le quota qui était autorisé. On parle de centaines de millions de litres d'eau. C'est affolant. Pardon? Les fermes de serveurs qu'on a déjà depuis longtemps le consomment énormément. On se pose pas vraiment la question il y a encore peu de temps. Ouais. Certaines compétences des étudiants peuvent être développées de manière plus pointue grâce à l'IA. Alors, comment les évaluer? Alors, on reboucle avec une question qu'on avait plus ou moins abordée. Eve-Marie. Oui, je voudrais juste dire qu'on avait évoqué le fait qu'il fallait plus de granularité de façon à produire des évaluations de plus en plus précises. Et en même temps, alors c'est évident que ça peut être pratique, c'est utile. Dans un monde qui évolue, ça pose toujours un peu question, mais la question de l'approche holistique de l'étudiant et de ses compétences reste là.
Voilà, je ne sais pas si Laurent a quelque chose à dire, mais Oui, je suis tout à c'est fait d'accord. un peu, si vous voulez, vous allez chez votre médecin chez un dermatologue pour une histoire de mycose, et il voit pas que vous êtes en train de faire un infarctus. Donc, il va falloir quand même qu'on arrive à faire les deux en même temps. Voilà. C'est mieux, surtout si. Bon, quels outils peuvent être utilisés pour une évaluation à mi-parcours? Vous savez, c'est des questions très pointues. On est très métier finalement dans nos conférences et webinaires. C'est ça qui est intéressant. L'évaluation à mi-parcours. Est-ce que l'IA peut apporter une approche pédagogique innovante dans les méthodes d'évaluation? C'est tout l'objet de notre débat. Ouais, mais il peut y avoir, là justement, il peut y avoir du feedback automatique, par exemple. Oui, c'est ça, ouais. Là, quand on est dans une évaluation à mi-parcours, qu'il reste encore de la possibilité de regagner le chemin perdu, il peut y avoir justement quelque chose de diagnostic sur ce qui n'a pas été acquis à ce mi-parcours et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour corriger le tir pour arriver au bout du parcours. Il y a plein. Alors, là encore, il faudrait qu'on regarde ensemble où, quoi, comment, pourquoi, dans quelle discipline, dans quelle école, à quel niveau, avec quels outils, avec quels étudiants, dans quel but, mi-parcours, comme le reste. Il y a plein de choses à faire et à réinventer. Ouais. Mi-parcours, je veux bien. Moi, j'aimerais pas être à votre place. Vous avez du boulot. Ce que je voudrais juste dire, c'est que pour peut-être des gens qui nous écoutent et qui sont moins spécialistes, si on a une cohorte d'élèves dont on doit évaluer les compétences, c'est pas GPT qui va le faire. C'est un GPT intégré dans votre Moodle, un GPT intégré chez Isograd. Mais c'est vraiment dans les outils que les enseignants utilisent aujourd'hui que l'IA fait son apparition. Mais c'est pas directement chez le fournisseur qu'on va trouver la solution à la question de l'évaluation. Donc, malheureusement ou heureusement, il y a un besoin d'acteurs comme nous qui se mettent au milieu et qui vont utiliser l'IA pour l'intégrer dans des solutions d'évaluation. Mais l'outil brut, le moteur brut, il est utilisable de façon personnelle, individuelle, mais il n'est pas utilisable directement pour évaluer une cohorte d'élèves. Aujourd'hui, ça. Alors justement, est-ce que la prise de pouvoir au travers de l'IA, elle se fait plutôt en faveur des ingénieurs plutôt que des théoriciens ou des enseignants? C'est ce que je comprends dans la question de Vincent. Je me permets de répondre. Les gens qui fabriquent des modèles d'IA, c'est même pas des ingénieurs, c'est des mathématiciens. Ils sont finalement relativement peu nombreux quand on regarde la taille des équipes de R&D de Mistral ou qu'il y avait chez Facebook. Ça se mesurait en dizaines de personnes. Après, il y a tout ce qui se fait autour, mais le moteur lui-même, c'est très peu de monde. Donc, il y a des matheux qui font des modèles et non, après, je crois que le commun des mortels, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour apprendre à servir correctement d'une IA. Non, mais on peut former, et ça a été c'est une des préconisations dans les 25 directives données par le ministère. On peut former des personnes qui aient une double compétence. Là, ce que nous sommes en train de faire à la Sorbonne Nouvelle, c'est un programme de licence que nous sommes en train d'élaborer en langue, lettres et IA. Il va y avoir des programmes de droit et IA, et on peut travailler techniciens, ingénieurs et personnes qui viennent d'autres disciplines et qui sont acculturées à l'IA. Et c'est par cette double compétence ou par binôme qu'on avancera ensemble. Alors, pour un enseignant de l'université, concrètement, comment utiliser l'IA pour aider à corriger les dossiers rendus par les étudiants? Didier, 20 coups de main, j'en suis sûr. Est-ce que ChatGPT le fait-il? Quel prompt il faut rentrer dans ChatGPT? Faut-il télécharger les dossiers sur GPT-4 ou est-ce que finalement l'évaluation, ça marche qu'avec les QCM? Alors, on a répondu de manière très différente. Pardon. Je veux bien donner une piste. Moi, j'ai pas corrigé puisque je corrige pas, mais j'ai fait des entretiens récemment avec des enseignants, des entretiens assez longs qui duraient 1 heure et demie, et je les ai transcrits. Et moi j'avais ma grille, alors qui est pas une grille d'évaluation, mais là, essayer peut-être de copier le truc. J'avais ma grille qui est dans un tableau Excel, ma grille avec tous les questionnements auxquels devait répondre l'enseignant, qui évidemment est parti dans tous les sens, puisque moi aussi je suis parti dans tous les sens, et qu'on n'a pas forcément répondu exactement dans l'ordre de mon tableau Excel, mais j'ai pris l'entretien et la transcription de l'entretien que j'ai mis dans ChatGPT, et puis ensuite je lui ai mis petite case Excel par petite case Excel. Est-ce qu'il a parlé de ça, l'enseignant? Et là, ChatGPT est très fort pour aller scanner l'ensemble du document et me dire, là non, en fait, il n'a pas évoqué ce sujet-là. Là, oui, il a même donné un exemple en parlant de ça, ça et ça. Et j'ai récupéré une synthèse d'un entretien, et donc
peut-être que je réponds, Jean-Yves, à votre question, mais là, moi, j'ai récupéré une synthèse sur tous les points qui étaient assez nombreux, qui étaient assez précis, et j'ai eu des réponses qui sont sur tous les points assez nombreux. C'est très précis, c'est très carré. Donc, ça peut aider dans une certaine Ouais, mesure. c'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites. Hein. Voilà. Mais par contre, il faut manipuler l'objet. C'est pas juste je balance ma copie et corrige-moi le truc. Il raconte quoi, mais c'est assez drôle aussi, c'est marrant. Mais si on entre des prompts qui sont suffisamment précis, adressés dans un contexte donné, qu'on lui a donné le contexte, on peut obtenir une aide précieuse. Et encore, hein, il faut vraiment tout bien relire parce que il y a eu des petites hallucinations malgré ma précision et le contexte qui était carré. Alice, elle nous dit, de toute façon, l'IA est beaucoup plus pertinent pour donner du feedback que l'humain, tout simplement parce que l'humain a moins de temps à consacrer à cela. Bah oui, il le fait en temps réel, l'IA. C'est vrai que si on lui donne des prompts et des questions de qualité, il répond. Donc, il y a un enseignant, ça peut s'énerver aussi au bout de 17 fois. Non, mais tu vois bien, quand tu as 1000 étudiants et que tu as déjà répété plusieurs fois les choses qu'eux, ils vont pas écouter, ils n'ont pas lu le mail ou je sais pas quoi. Donc, nous, on a des enseignants qui ont dit, pour des questions qui sont très pratico-pratiques, avoir un petit bot qui répond à c'est quoi la procédure pour s'inscrire, je ne sais où, je ne sais quoi. C'est de la très faible valeur ajoutée pour l'enseignant. Et puis, c'est surtout au bout de 17 fois. Quand tu as 1000 étudiants, 17 fois, ça vient vite. Hein. Et tu dois répéter. Ça, tu peux t'énerver. Le bot, il va rester zen. Enfin, tu peux lui demander de rester calme. Il ne sait pas ce que c'est 17 fois, en fait. Ah bah lui, il s'énerve pas. Hein. Quoi qu'il en soit, l'IA reste un outil, il peut limiter certains biais, mais ça ne remplace pas le savoir et le regard critique d'un enseignant humain, précise-t-il Adrien. Oui, il y a des enseignants peut-être pas humains. Comment évaluer... Alors, ça a sauté. Ah bah zut, j'ai perdu. Comment évaluer sans que l'IA soit à l'origine de la réponse, sans une critique de l'étudiant? J'ai pas compris la question. Comment évaluer sans que l'IA soit à l'origine de la réponse et sans un regard critique de l'étudiant, c'est comme ça. Bah, comment savoir que c'est l'IA, quoi? Mais ça, vous avez répondu en partie, vous le sentez, vous le savez, vous comprenez. Mais ça demande quand même ça demande à ne plus simplement prendre la trace pour acquise. Donc, il faut aussi peut-être questionner l'étudiant sur son processus. Comment est-ce qu'il est arrivé à produire cette réponse-là? Par quel outil il a utilisé? Et pourquoi pas des prompts, ChatGPT, pourquoi pas dans certains contextes? Et puis comment il justifie ce qu'il a produit? Est-ce que c'est selon lui pertinent? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça répond bien à la question? Pourquoi? Comment? Est-ce que ça pourrait être mieux? Enfin, il y a aussi on apprend à nos étudiants pas simplement à résoudre un problème, on apprend aussi à savoir par où il est passé, comment il est passé, et si j'enlève cette pièce-là dans le problème, qu'est-ce que ça change pour toi? Et là, normalement, on voit quelqu'un qui a l'esprit vif, déluré, ouvert, curieux, et qui est capable de mobiliser ses connaissances et de les modifier, de les transposer, que quelqu'un qui a juste appuyé sur un bouton et qui est finalement pas plus malin qu'au début de notre cours. Gilbert, je me permettrai de répondre en deux mots à cette question. Si on veut faire des examens où l'IA n'est pas utilisée, et c'est une démarche qui est tout à fait naturelle dans certains cas, le mieux c'est de surveiller les étudiants. C'est quand même ça qui marche le mieux et qui donne le plus de certitude. Donc soit en le mettant dans une salle, soit à travers une solution de surveillance à distance. La question que je me pose, c'est l'utilisation d'OpenIA dans un modèle de souveraineté numérique. On entend souvent les avis opposés à l'utilisation d'AWS et Amazon, hein, par exemple, mais aucun concernant l'envoi du savoir académique d'un chat GPT. Bah, c'est pas bien ni l'un ni l'autre, me semble-t-il. Dans tous les cas, vraiment, là, il faut vraiment le comprendre. En fonction des fournisseurs, il y a des fournisseurs comme Mistral qui permettent d'héberger son propre modèle. Et là, on sait que la donnée, elle s'en va pas. Et puis, il y a des fournisseurs chez qui on sait que la donnée risque, parce que parfois, il y a des engagements en fonction de ce qu'on paye pour qu'elle ne soit pas utilisée. C'est le cas, par exemple, chez Copilot, qui est un générateur de code de Microsoft GitHub. Donc, mais il y a des modèles auto-hébergés dont on sait que la donnée ne va pas sortir de la machine parce qu'elle est sur nos serveurs. Ça, c'est quand même la question de la propriété intellectuelle, de ce qu'on donne à manger à l'IA, se pose de façon cruciale. Et alors, je ne pense pas que ce soit résolu parce qu'évidemment, la question de la propriété intellectuelle, c'est des aventures très mouvementées tout au long des siècles, mais c'est un sujet. Mais qui est un sujet important puisque de cela dépendra la qualité de ce qu'on obtiendra.
Voilà, donc, Allez, on qui continue les croit. questions parce que je voudrais qu'on les fasse toutes. Marie-Ève, ah bah, vous auriez pu répondre directement, c'est une question pour vous. D'ailleurs, pourquoi Marie-Ève, c'est Ève-Marie de quelle forme de nouvelles normes liées à l'IA parlez-vous? Vous avez parlé d'une norme tout à l'heure. Oui, quand je faisais allusion au philosophe Michel Foucault, Oui. l'IA produit du probable. Enfin, en tout cas pour ChatGPT, c'est-à-dire que je sais à peu près ce qu'il peut produire. Donc, ce sont des normes. Quand moi, ce qui m'amuse avec ChatGPT à l'heure actuelle, si je lui pose une question, et notamment quand je lui demande, par exemple, peux-tu me faire une lettre de recommandation? Là, je ris parce que la lettre de recommandation que je demande est une lettre qui correspond aux critères américains. Donc, on est bien dans des productions de normes probables. À l'heure actuelle, ChatGPT nourrit, on va dire, de textes américains, donc produit quelque chose qui serait probable, en termes de lettres de recommandation, par exemple, dans un système américain. C'est pas du tout adapté à mon système. Donc, en fait, je fais Ok. ma lettre. Voilà, c'est Il y a- ça la norme. C'est-à-dire que on est dans du probable. Ça ne veut pas dire exactement du taille unique, mais quand même, c'est le prêt-à-porter par rapport à la haute couture. Donc on a bien besoin de à porter, mais de temps en temps, j'ai envie de dire que tout le monde a besoin d'un petit peu de haute couture, du moins du côté de l'enseignement et de l'évaluation éventuellement. Allez, on avance parce que le temps passe, mon Dieu, mais quel succès. Jérémy, Marc, vous répondez, hein. Moi, je balance en vrac les questions. Je ne distribue plus la parole. C'est vous qui avez pris le pouvoir. Je pense que l'on ne peut. Alors, l'IA générative proposée comme assistant de l'enseignant, qui reste le garant de l'expert pédagogique. On a répondu, hein, l'enseignant doit toujours être celui qui donne le label final, le cut final, comme je dis. Je pense qu'on ne peut pas, car c'est un gamin qui apprend en grandissant. Je connais. Bon. Allez, pour répondre aux outils, Magic School propose des outils pour contrer les IA, suggestions pour des devoirs résistants à l'IA, pour déconstruire générateur de fausses idées. Donc, il y a des outils pour contrer l'IA. Oui, alors ça, je n'ai pas su. Alors, je ne sais pas ce que Alice a voulu nous dire par là. Marc, faut contrer l'IA? Je connais pas bien. On voit l'objectif, ce serait de créer des questions auxquelles l'IA sait mal répondre ou pas répondre pour être sûr que l'étudiant, c'est bien lui qui a produit la réponse. Moi, je crois que vu la vitesse d'évolution des moteurs, c'est quand même un combat un peu compliqué et au risque de radoter, si vous voulez être sûr que vos étudiants ne servent pas de l'IA, surveillez-les. Pour l'instant, c'est quand même ce qui marche le mieux. Alors que certains constats démontrent une baisse de profondeur des compétences, quel impact peut avoir l'IA dans l'apprentissage et l'évaluation? Amélioration ou détérioration? Si on dit détérioration, j'éteins l'ordi et puis je rentre chez moi. Hein, donc, Jérémy, il faut réagir. Oui, bah, je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est de savoir comment l'utiliser. De toute façon, on sait qu'il faut s'adapter. Pour moi, c'est pas pire que l'essor d'Internet avec Wikipédia à l'époque. Hein. C'est de dire, bah, aujourd'hui, oui, on sait qu'ils l'utilisent. Maintenant, comment est-ce qu'on pallie à ça? Donc, c'est de les surveiller, c'est de revoir éventuellement les modes d'évaluation. Parce que il y en a plein. Hein. Je vois des retours d'expérience de certains qui, avant, bah, voilà, ils avaient 2 semaines pour faire un projet. Bon, bah, maintenant, ils ont une journée. Par contre, à la fin, ils ont un oral. Et de toute façon, à l'oral, on le voit tout de Ouais, suite si ouais. il Alors, c'est ne le connaît marrant. pas. C'est marrant ce que vous dites parce qu'il y a une question juste après de Clémence. Que pensez-vous de l'IA et du développement des soft skills? C'est justement ça qu'on va évaluer à la lueur de l'oral, j'imagine, quand on. C'est ça. Et puis de toute façon, on va voir s'il y a du fond ou si vraiment, voilà, ils ont pompé à l'IA. Ça se voit très rapidement. Alors, quand même, sur ce point-là, aujourd'hui, on a beaucoup de grands tests psycho qui sont à base de QCM. Ils ont été très bien calibrés par des équipes de psychométriciens. On est sûr à peu près qu'ils marchent parce qu'il y a eu des études scientifiques faites dessus. On peut quand même se dire que la question ouverte pour le soft skill, un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, ce sera peut-être plus pertinent que le QCM. La question, c'est quand, mais je crois que c'est un peu dans le sens de l'histoire. On a fait des tests qui marchaient avec des QCM, il n'y a pas de doute. Le MBTI, ça marche. Hein. Mais peut-être qu'un jour, on le fera mieux avec de l'IA. Mais Bah, pas tout de suite. vas-y, Laurent, vas-y. Je voudrais juste ajouter quelque chose au sujet du plaisir d'apprendre. Parce que là, on est en train de penser la chose comme très, très mécanique, où finalement, on remplacerait des actions un peu débiles par des machines qui le feraient à la place de gens. On est quand même en train de parler, en tout cas en ce qui nous concerne, de jeunes gens qui ont entre 18 et 23 ans, qui sont en plein développement et qui, à mon avis, attendent de nous
qu'on leur amène aussi la jubilation d'apprendre, la jubilation de grandir, la jubilation de découvrir, le plaisir de la curiosité, et d'inventer la possibilité même d'inventer le monde qui va venir après. Et ça, alors peut-être que c'est une révolution à faire, mais ça, je pense pas qu'aujourd'hui on ait des outils IA qui peuvent remplacer cette chose qui est assez subtile. Hein. Je m'engage sur un terrain là qui est un peu complexe, mais en tout cas cette chose-là, aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse le remplacer par de l'IA. Là, il faut des gens, il faut du mouvement, il faut du débat, il faut de l'invention, il faut de la créativité, il faut du rock'n'roll, il faut de la révolution interne, mais il faut un truc un peu punk aussi. Moi, je pense que l'IA, elle nous amène aussi à arrêter d'être complètement en rang dans des tableaux Excel avec des PowerPoint et des choses comme ça, où finalement les machines peuvent faire tout ça. On n'est pas en train de fabriquer des gens qui vont être augmentés pour faire de plus beaux PowerPoint. On est en train de fabriquer des gens qui vont arrêter complètement de faire du PowerPoint et qui vont réinvestir leur cerveau, leur humanité, leur curiosité, leur créativité. Le fameux pas de côté, le fameux Voilà. pas de côté. Et mais d'ailleurs, il y a une collègue à vous de l'ESCA qui dit ça serait bien que les profs développent des compétences puisque l'IA permet d'assister l'enseignant, mais il faut quand même que ça questionne sur les compétences numériques aussi bien de l'enseignant que de l'apprenant. Et là, il faudra peut-être, alors, j'ai l'impression que les nouvelles générations sont plutôt bien formées ou une appétence pour ces disciplines. Je sais pas. Non, alors ça, Non. c'est pas vrai Non. du tout. Non. Ils sont très très bons. Alors, ils sont très très bons avec le pouce. Mais alors, quand on leur dit tu copies ça sur le disque dur, ils savent pas du tout de quoi on parle. Ah bon? Non, mais ça, c'est très très marrant. Le cloud, vaguement, ils savent pas qu'il y a un disque dur derrière le cloud. Ils sont absolument. Non, c'est très très marrant. Bah, vous leur avez parlé de disquette, non? Ouais, pourtant, ils ont été formés à Pix, mais c'est vrai que certains ont de l'appétence, mais d'autres non. Ouais. Et donc, en réalité, ces générations digitales, il faut aussi les former. Oh là là, mais il y a plein de questions. C'est bien, Gilbert, ça nous permet de ne pas être complètement Oh en là retard. là, en retard. Mais il y a plein de questions là. Comment motiver, engager un étudiant issu de la génération de l'automatisation et de l'IA? Bah, on y a répondu. Hein. Lors du salon Saplantaf en Occitanie, une réunion sur l'IA, professeur d'université nous a fait part d'un souvenir récent qu'en voyant les réponses des devoirs demandés au vu des questions, les questions et les réponses étaient parfois incompréhensibles. C'est ce qu'on disait là. Parfois l'IA dit n'importe quoi. Je peux en témoigner. Hein, parfois j'ai fait des requêtes. Vous savez, on a fait une conférence il y a quelques mois sur le thème de l'IA comme ça, et j'avais un de mes collaborateurs qui posait la même question que je posais comme à vous à l'IA. Donc ça donnait des réponses un peu plates en réalité. Il synthétisait bien les données, mais on pouvait pas dire qu'on pouvait dépasser un horizon. Enfin, c'était un horizon assez proche. Donc oui, c'est vrai que parfois les réponses sont basiques ou complètement hallucinatoires. Ouais, totalement fausse. Hein. Sur ChatGPT 3.5, vous lui demandez combien de i on trouve dans le mot France. Il va vous répondre 1 ou 2. C'est totalement faux. Alors que dans le 4, il répond correctement. Alors, Comment il faut que je teste le 4 pour le latin. J'ai posé des questions en latin. Le sujet est vaste d'utiliser l'IA pour aider. Oui, on retourne toujours autour des compétences. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis noyé sous le nombre de questions. Mais Marc, c'est un vrai succès, hein, notre webinaire ce matin, parce que j'ai rarement vu. Et ça continue et ça continue. Bon, je vais commencer par les dernières parce que sinon. Oui. Ça montre qu'il y a de l'intérêt. Si je peux me permettre, souvent dans les discussions autour de l'IA, revient beaucoup cette idée de ce qu'elle ne sait pas faire. Et que, à mon avis, dans nos métiers respectifs, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'elle sait faire et comment je peux m'en servir? Parce que si on cherche à la mettre en difficulté, on arrive toujours à la mettre en difficulté, à conclure, OK, elle ne sait pas faire ça. Mais quand même, elle sait faire pas mal de trucs. Et notre métier et notre efficacité, elle sera dans se dire qu'est-ce qu'elle sait bien faire, qu'est-ce qu'elle sait suffisamment bien faire pour que je puisse lui faire confiance et intégrer ce qu'elle est capable de faire tout en sachant déterminer ce qu'elle n'est pas capable de faire. Et Eve-Marie, je n'ai pas de questions à poser, juste pour dire que ça m'a fait énormément plaisir de voir Eve-Marie qui a été ma professeure dans mon Master 1. Bah voilà, ça fait passer des messages perso, hein, c'est bien. C'est quand même sympa. Hein. Merci. Merci. Et alors, Adri, j'ai le 06 d'Eve-Marie, si vous voulez. Hein. Donc, mais Adri l'a aussi. Il l'a. On a parlé de motivation des étudiants qui se maintiennent dans la relation. Peut-on parler du plaisir
des professionnels à faire leur métier en exerçant leurs compétences? Bien sûr, il y a toujours le plaisir d'enseigner, j'imagine. Ah ben évidemment, enfin tous les enseignants, même si, et au contraire là aujourd'hui ils sont un peu bouleversés parce que ça change un peu toute leur histoire. C'est une rupture dans le continuum historique qu'est le leur quand on est enseignant-chercheur. On imaginait le métier durer, se faire comme ça. Puis là, il y a une espèce de rupture. Les métiers changent, le métier de chercheur change, les étudiants changent et c'est joyeux, quoi. Les gens aiment plutôt se réinventer plutôt que d'être dans la routine. Est-ce que les outils anti-plagiat permettent de détecter une réponse issue d'un prompt? Non. Non. Il y a des étudiants à Stanford qui évaluent les prompts utilisés pendant la résolution de problèmes. C'est le principe de l'évaluation. Cela fait 10 ans que ça se pratique. Bon, bah, merci Agnès. Oh là là. Bon, bah, il y a des questions. Et Marc, Oui. après tout, vous répondrez vous-même. Hein. Maintenant, toutes les personnes qui sont là, alors on a répondu quand même à 95% des questions. Il y a beaucoup de remarques et des remerciements. Ça veut dire qu'on a été très très bon parce qu'on a éclairé un chemin d'ailleurs qui est pas très clair, hein, on peut le dire, puisque je dis souvent, j'ai animé beaucoup de tables rondes sur l'intelligence artificielle et je peux vous garantir qu'entre celui que j'ai animé il y a 2 semaines et aujourd'hui, il s'est déjà passé des nouveautés et on a déjà dit d'autres choses. Donc, c'est ça qui est intéressant et passionnant. Et après tout, ça fait la richesse de nos métiers, aussi bien celui d'enseignant que de journaliste, c'est d'être sur du stable mouvant et d'essayer de tenir l'équilibre et d'essayer de montrer une trajectoire ou d'éclairer un peu toutes ces informations qui nous arrivent. Marc, un dernier mot. Merci d'avoir organisé avec nous ce webinaire. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. On a parlé d'évaluation, mais pas seulement. Oui, je vous en prie. Merci à tous les intervenants qui ont accepté de participer. En conclusion, je dirais juste, il y a 2 sujets. Il y a celui de la formation et celui de l'évaluation. Aujourd'hui, on a parlé de l'évaluation. La formation, à travers l'IA, c'est un autre sujet. Moi, personnellement, j'y connais rien. Et on n'en a pas parlé aujourd'hui. Et je crois que ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que l'éval, c'est sûr, c'est une activité qui est perturbée par l'IA, aussi bien du point de vue du répondant que du point de vue de celui qui corrige, et qu'on ne peut pas l'ignorer, c'est tout. On ne peut pas l'ignorer, il faut l'intégrer, l'éviter, faire ce qu'on veut, mais surtout ne pas fermer les yeux. Bah oui, de toute façon, c'est pour ça qu'on fait ces webinaires. Jérémy Pulvest de l'Enesia, merci beaucoup, bon vent. Et Marie, merci beaucoup, bon vent. Merci bon Gilbert, je peux juste dire que grâce à ce webinaire, on a un rendez-vous avec Marc et on va voir ce que Marc va nous proposer comme évaluation et qu'ensuite on va le mettre sous le regard aigu des chercheurs de mon centre de recherche. Bon, bah voilà, si on a servi, on a fait une chose de bien, c'est déjà très bien. Merci beaucoup. La question m'a posé la question, est-ce que ça sera en replay? Bien entendu. Est-ce qu'il y aura une synthèse? Bien entendu, sur Campus Matin. Merci à tous et bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.